Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue à tous sur notre nouveau webinar aujourd'hui sur le podcast. Donc nous sommes actuellement 20. On va attendre une petite minute que les gens aient le temps de se connecter avant de démarrer. Donc pour ceux qui participent à notre webinar pour la première fois, donc je suis Betty et donc on a Lisa. Je m'appelle Lisa, donc je travaille chez Innov Academy depuis 1 an et donc je m'occupe des podcasts depuis, je dirais, à peu près 10 mois. Parfait. Donc c'est la première fois qu'on anime un webinar toutes les deux avec Lisa. Donc un petit peu d'indulgence s'il y a quelques, quelques petites erreurs. Parfait. Alors, ce que je vous propose, je vais tout de suite débuter par vous partager mon écran. Andrea, qui est avec nous, qui est aussi chez Innov Academy, nous dira si tout est OK. Normalement, il n'y aura pas de souci. Lisa, de ton côté, tu le vois bien? Oui, OK, parfait. parfait. Donc encore une fois, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va passer à peu près 3/4 d'heure ensemble. L'idée, ça va être de parler de tout ce qui est podcast pédagogique, mais de surtout savoir comment l'utiliser au sein de nos formations. Donc on va vous parler à la fois des différents usages qu'on peut en faire, mais aussi de la partie plutôt technique, réalisation. Alors, c'est parti. Donc, pour nous représenter de nouveau, donc Betty, moi je suis la fondatrice d'Innov Academy. Elisa. Donc je suis Lisa, learning designer chez Innov Academy depuis 1 an et je m'occupe des podcasts depuis à peu près 10 mois. Parfait. Alors, le plan de la matinée, enfin, en tout cas de ces 3/4 d'heure, on va revenir un petit peu sur la définition et les enjeux du podcast en formation. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de l'utiliser? On vous présentera également différents cas d'usage et puis la dernière partie traitera davantage de la réalisation, de l'enregistrement, quels micros utiliser, quels outils utiliser également pour faire vos montages, quels sont les outils libres de droit pour trouver des sons, du bruit, de la musique, etc. Donc 3 grands chapitres avec vous ce matin à traiter. Donc la première partie sur la définition et les enjeux du podcast. Donc, qu'est-ce qu'un podcast? Un podcast, c'est un contenu audio qui peut être écouté n'importe où et n'importe quand. Donc, qui répond au Atawadak, Anytime, Anywhere, Any Device and Any Content. Donc, dans ce webinaire, on va se concentrer davantage sur le podcast plutôt comme capsule audio, donc des formats plus courts de 2 à 5 minutes, contre 15 à 20 pour un podcast classique. Donc, les capsules audio sont plus adaptées aux formations et permettent donc de créer donc, une divertition dans le contenu, donc des textes, des jeux, des vidéos et donc du podcast. Donc, 87% des Français écoutent de l'information sous format podcast, donc selon Harris Media. Le podcast fait ses débuts aux États-Unis chez Apple en 2001 et arrive en France en 2006, donc 5 ans après. Et depuis 2015-2018, on voit son grand retour en France. Donc voilà pour la petite histoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement le podcast, quand on regarde les statistiques en moyenne d'âge, ça touche vraiment les personnes de 15 à 45-50 ans. Donc on voit qu'on a une population aussi vraiment très diverse et variée qui ont été séduits par le podcast. Alors, pourquoi utiliser finalement le podcast en formation? Donc, comme Lisa vous l'a dit, on est plutôt, nous en tout cas, sur l'utilisation des podcasts en formation, sur des formats vraiment plus courts de 2 à 5 minutes. Pourquoi? Ça va nous permettre vraiment déjà de diversifier les différentes modalités d'apprentissage. Passer d'une vidéo à un quiz, à un podcast audio, voilà, ça va nous permettre de diversifier toutes ces modalités et surtout de faire de la répétition afin d'ancrer davantage les connaissances pour les apprenants. Ça va permettre aussi pour certains, je dirais surtout aussi les auditifs, il ne faut pas, oublier qu'on a, différentes préférences d'apprentissage, les auditifs, les visuels et les kinesthésiques. Donc pour nous, c'est un moyen aussi de toucher davantage, cette population d'apprenants et donc à travers le podcast, ils vont davantage pouvoir aussi se projeter. Se projeter grâce aussi, je dirais, aux différents bruits, sons qu'on va pouvoir utiliser en fonction de certaines situations, que l'on souhaite transmettre dans ce podcast.
Pourquoi l'utiliser? Bah, c'est aussi pour nous un moyen finalement, je dirais, d'humaniser davantage les contenus de formation e-learning, d'avoir, moins ce sentiment de se retrouver tout seul devant son écran et par moment de pouvoir écouter du coup sa formatrice, une personne humaine qui va donner pourquoi pas des exemples, très, pratico-pratiques pour davantage se projeter. Et puis le dernier point, qui a été, testé et prouvé, c'est que le podcast permet de davantage mémoriser. Il multiplie par à peu près, 4 la mémorisation. Donc c'est vrai que ça nous paraît très, très intéressant encore une fois d'utiliser des formats très courts de podcast, donc à la fois pour diversifier, pour se projeter, humaniser, répondre donc aux différentes, préférences d'apprentissage, de faire de la répétition et de permettre aux apprenants de davantage mémoriser. Deuxième partie, donc les différents cas d'usage que l'on en fait et qu'on vous propose. Tout d'abord, donc on a parlé un petit peu de la population. Avant de faire un podcast, c'est vrai qu'il faut se poser la question: à qui est adressée cette formation-là? Et est-ce que le podcast va vraiment faire sens? Pour nous, on a vraiment, 3, je dirais 2 grandes catégories dans un premier temps. Ça va être les populations plutôt terrain. Je prends un exemple, si vous devez faire une formation adressée davantage à des collaborateurs qui travaillent dans le BTP, ce sera beaucoup plus simple pour eux d'avoir de la formation, au format podcast que écrite, puisque la culture de l'écrit est beaucoup moins développée pour eux. On va ensuite avoir les populations davantage nomades. Alors, on peut penser tout de suite aussi aux commerciaux, des personnes qui sont sans arrêt en déplacement et qui ont peu de temps finalement pour se poser, se connecter et suivre une formation e-learning. Ce sera beaucoup plus simple pour eux de venir picorer des capsules de podcast de 2 à 5 minutes dès qu'ils sont en déplacement. Et puis enfin, je vous en ai un petit peu parlé, finalement, à partir des chiffres et des études qui sont, menées, donc 87 des Français écoutent du podcast et ça va vraiment de 15 à 45-50 ans. Donc finalement, a priori, le podcast, peut s'adresser à, n'importe qui, finalement, je dirais, au sein des apprenants. Mais vraiment, je dirais de cette slide-là, ce qu'il faut en retenir, c'est que tout ce qui va être population terrain et nomade, vous pouvez faire davantage de podcasts au sein de vos formations, si c'est à leur destination. Comment arbitrer son utilisation en fonction de vos objectifs pédagogiques? Alors, on va parler un petit peu de la taxonomie, de Bloom, sur cette slide-là. L'idée, c'est de se dire, si j'ai un objectif à transmettre qui porte sur de la mémorisation ou sur de la compréhension, alors le podcast, la capsule audio est vraiment recommandée. Vous pouvez l'utiliser dans ce cas-là. L'audio va vous permettre aussi, donc on l'a déjà dit, de répéter de façon différente et de pouvoir ancrer les connaissances. Il va falloir aussi faire l'effort d'utiliser un maximum de bruitage pour donner l'impression à l'apprenant d'être dans son environnement habituel pour pouvoir se projeter et mieux comprendre et mémoriser. Le podcast, il ne va pas être adapté par contre aux exercices ou aux évaluations. Vous pouvez utiliser par exemple un podcast qui va présenter un exercice ou une évaluation, un jeu, mais vous ne pourrez pas l'utiliser directement pour faire de vrais exercices. On a essayé de faire un podcast en racontant une histoire et en leur demandant par exemple quelles sont les choses qui étaient correctes ou incorrectes, en donnant de la bonne et de la mauvaise information. Toutefois, étant donné que les personnes n'ont pas toujours, des écouteurs ou s'ils travaillent en open space, ils n'ont pas la possibilité de toujours écouter le podcast, c'est pas forcément adapté pour ces cas-là. Quelque chose qu'on va vous recommander pour le coup, par rapport à cette expérience que l'on a pu en faire, sur l'utilisation des podcasts dans nos formations, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise un podcast, on rajoute toujours la retranscription du podcast. Ça va nous permettre d'être certain que si la personne ne peut pas écouter le podcast ou si elle n'aime pas, je dirais la partie, sonore, elle peut quand même le lire, donc elle ne va rien rater. C'est aussi un moyen, vous me direz, de pouvoir aussi toucher, certains types, de handicap, hein, pourquoi pas, pour les malvoyants d'utiliser le podcast, c'est un moyen aussi de les aider à suivre des formations. Alors, sur les manières de faire un podcast, il y en a 2. On peut faire du podcast en solo ou à plusieurs.
Ce qu'on va vous recommander, c'est que si vous êtes sur un objectif de mémorisation, on vous conseille d'utiliser le podcast en solo, d'ajouter uniquement une musique au début et à la fin pour dynamiser votre podcast, mais surtout venez bien sélectionner la bonne musique. C'est-à-dire que si vous êtes sur un podcast sur de la gestion, je ne sais pas, du stress ou de la gestion du temps, vous allez devoir choisir une musique qui se rapproche et qui va permettre d'avoir ce sentiment, pourquoi pas de stress. Et à l'inverse, si vous racontez une histoire, dans votre podcast, choisissez plutôt une musique, douce. Quand vous allez faire votre enregistrement en solo, après, sur la post, prod, il va falloir du coup intégrer un maximum de bruitage pour donner davantage de sens, à votre podcast. Donc travailler la narration et les bruitages. Quand vous êtes sur un objectif plutôt de compréhension, là, on va vous recommander de faire, le format donc à plusieurs, 2, 3, c'est vraiment le maximum. Au-delà, ils vont plus savoir, qui dit quoi, au sein du podcast. Donc vous pouvez soit vous enregistrer seul, chacun de votre côté. On sait qu'avec la période aussi de crise sanitaire, c'est beaucoup moins simple d'enregistrer, tous ensemble. Donc vous pouvez très bien vous enregistrer seul ou à plusieurs. Et cette fois-ci, il faudra utiliser uniquement une musique en début et en fin, avec peu de bruitage tout au long de votre podcast parce qu'il y a déjà suffisamment de personnes. Donc, quand on est à plusieurs, soit on peut l'enregistrer au format plutôt discussion ou au format interview. Donc, avant de réaliser un podcast, il faut, comme on l'a dit, vérifier que le contenu est un véritable intérêt au format audio et que le sujet s'y prête. Donc, par exemple, un exemple de podcast sur les dos d'âne, donc dans le BTP, va avoir des mots complexes et va être compliqué à percevoir et à visualiser pour les apprenants. Donc, on va vous faire écouter 2 podcasts de notre création. Donc, on va commencer par la gestion du stress. Donc, un podcast en solo avec de nombreux bruitages pour bien que l'apprenant visualise le milieu et avec des petites pointes d'humour. Alors, je vais juste arrêter le partage d'écran et refaire parce que je crois que je n'avais pas partagé l'audio. Ok. Hop, parfait. Donc là, en effet, vous allez pouvoir écouter ce premier podcast qui a été enregistré donc par Lisa sur la gestion du stress en solo. Pour bien comprendre comment le stress fonctionne, faisons un saut quelques millions d'années en arrière, à l'âge des cavernes. Imaginez que vous êtes une femme ou un homme des cavernes et que vous sortez dehors chercher de la nourriture quand soudain, un tigre à dents de sabre apparaît devant vous. Comment réagiriez-vous ? Quoi que vous pensez, gardez en tête qu'il n'y a pas de réaction prédéfinie à tout type de danger. Une fois celui-ci identifié, votre cerveau va prendre un moment pour analyser la situation, après quoi on estime qu'il existe 3 cas de figure. Il se peut d'abord que votre cerveau estime que vous êtes en mesure d'affronter ce danger et commande à votre organisme de passer en mode combat. S'ensuit alors à l'intérieur de vous tout un enchaînement de réactions qui vous préparent à affronter ce danger. Votre voix devient plus forte, vos mouvements plus brusques et votre impatience plus grande. À l'inverse, il se peut que votre cerveau estime que le danger est trop grand. Il faut avouer qu'il rugit drôlement fort ce tigre d'ailleurs. Et qu'il faut vous enfuir. Cela se traduit alors bien souvent par des tremblements ou des palpitations. Enfin, si votre cerveau estime qu'il n'est ni préférable de se battre ni de s'enfuir, il est possible qu'il commande simplement à votre organisme de tout arrêter. Votre voix s'affaiblit. L'objectif est alors de vous faire le plus petit possible afin de ne pas vous faire remarquer et détourner l'attention de vous. Ces réactions sont désignées par le combat, la fuite ou l'inhibition, aussi connues sous le nom de fight, flee ou freeze en anglais, ce qui sonne tout de même un peu mieux, nous l'avouerons. Même si cet exemple peut paraître excessif aujourd'hui, il illustre bien les 3 réactions possibles que l'on peut retrouver avec plus ou moins de variations dans la vie de tous les jours. Pour une même situation, elles ne sont pas fixes et peuvent aussi s'articuler entre elles. Donc voilà pour le podcast de la gestion du stress en solo. Et donc maintenant, on va passer donc à un autre podcast des fake news, donc où on a fait une discussion à plusieurs. Donc vous allez voir, il va y avoir des bruitages d'ambiance, puis dans un second temps, dans une seconde partie, une musique d'ambiance avec une coupure au milieu, mais je vous laisse écouter.
Comment ça va toi sinon? Écoute, tout va bien. Je suis allé courir avec Ellie ce matin, c'était super. Trop cool! Ça fait longtemps que je l'ai pas vue elle aussi. J'espère qu'elle va bien. Tiens, en parlant d'Élise, ça me fait penser à Élisabeth II, la reine d'Angleterre. T'as vu qu'elle est morte? C'est fou. Ah non, je savais pas. T'as vu ça où? La BBC annonçait ça dans un tweet. C'est arrivé d'un coup, c'est trop triste. Ça fait tellement longtemps qu'on la voit partout, j'imaginais pas qu'elle allait mourir tout de suite, et surtout aussi brusquement. C'est clair. Attends, je regarde aussi. Ah oui, en effet, CNN a relayé ça juste après d'ailleurs. Et j'ai l'impression que plusieurs autres chaînes d'information ont annoncé la même chose à la suite. Ok, analysons ce qui vient de se passer. Voici un excellent exemple de la rapidité avec laquelle une fausse rumeur peut se propager. Vous avez vous aussi peut-être entendu ou lu des nouvelles annonçant la mort de la reine Élisabeth II. C'est une sacrée drôle d'histoire. Une journaliste britannique de la BBC a effectué un test technique pour se préparer en cas de décès réel de la reine. Et par hasard, elle a tweeté la nouvelle du décès de la reine depuis son compte avec @BBC à la fin. Or, il se trouve qu'au même moment, la reine subissait un examen de santé annuel à l'hôpital de Buckingham, ce que la journaliste avait justement dit dans un tweet plus tôt. Une coïncidence incroyable, n'est-ce pas? Cette nouvelle a été immédiatement reprise par d'autres grands organes d'information et les utilisateurs des réseaux sociaux ont commencé à la republier. 2 heures plus tard, Internet tout entier en parlait avec frénésie, tandis que la reine buvait calmement du thé dans son palais. La BBC a bien évidemment publié une lettre officielle d'excuses dès qu'il a été révélé ce qui s'était passé. Mais comme vous pouvez le voir, un seul tweet a suffi à enterrer la reine avec le monde entier. Et s'il faut toujours identifier l'auteur du message et la source d'information, cela montre aussi que même les sources vérifiées peuvent se tromper. Il faut donc toujours garder un esprit critique. Voilà donc 2 exemples bien différents de podcasts qu'on peut faire. J'en profite du coup, on avait une question. Pouvez-vous définir de nouveau la notion de bruitage? Je pense que là, pour le coup, ça répond bien. Peut-être qu'en effet, c'était pas clair. C'est de travailler, comme vous avez pu l'entendre là sur les différents podcasts, le sabre, on l'entend, un écran d'ordinateur qui s'éteint, le lion qu'on entend. Voilà, tout ça, ça va vraiment être les bruitages qui vont vous permettre de projeter davantage l'apprenant, de visualiser la scène. C'est un peu comme si on était au cinéma et on imagine ce qui est vraiment en train de se passer. Encore une fois, ici, on était sur des capsules, vous voyez, on a écouté un podcast de 2 minutes et de 2 minutes 16. Pour nous, c'est vraiment des capsules qui sont suffisantes quand on les utilise en formation. Au-delà, c'est vrai que nous, on ne va pas au-dessus de 5 minutes. Après, c'est vrai que c'est un peu long. Et puis, encore une fois, quand vous avez défini votre objectif pédagogique, normalement, 2 à 5 minutes suffisent, hein. Si vous faites un podcast de 15 à 20 minutes, c'est que vous avez sûrement plusieurs objectifs pédagogiques. Donc, venez utiliser un podcast pour un seul objectif pédagogique. Donc voilà, donc ça, ce sont 2 podcasts en effet qu'on a créés, conçus, pour 2 de nos formations. Une formation sur l'infobésité et une formation donc sur la gestion du stress. Alors, je vais vous poser justement une question maintenant que vous avez, écouté, des extraits et compris, les cas d'usage. Je vais vous poser une première question dans la partie, sondage. Une première question qui va être de savoir si vous avez déjà utilisé le podcast pédagogique dans vos formations. Donc normalement, sur votre écran, vous allez voir le sondage apparaître. Donc on vous invite à y répondre, tout simplement par oui ou par non, pour voir un petit peu la tendance, si ça commence à émerger de plus en plus ou non l'utilisation du podcast. Alors il y en a qui ont répondu directement dans la zone de conversation. Normalement, vous avez un sondage qui a dû se lancer, mais vous pouvez très bien répondre par le chat également. Donc on a 3 personnes a priori qui l'ont bien utilisé. Alors, je vais demander à Andrea si tu peux nous aider. J'arrive pas à voir, les résultats du sondage. Est-ce que je ne sais pas si vous l'avez eu? Tu l'as vu apparaître toi, Lisa? Moi, je vois donc à l'instant 5 oui et 17 non. D'accord. Bon, bah, moi, je ne vois pas les réponses, mais très bien.
Donc on voit qu'a priori, en effet, c'est pas vraiment encore très, très, répandu. J'espère que ça va vous donner en tout cas des idées, sur comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Encore une fois, on n'est pas sur du podcast très long, donc réaliser des podcasts, assez courts, ça va pas vous prendre beaucoup de temps. En tout cas, ça peut prendre beaucoup moins de temps de faire un podcast en travaillant des bruitages que de venir créer une vidéo de A à Z. Donc il faudra se poser aussi la question, Elisa va vous en parler, de vraiment l'intérêt de faire un podcast versus une vidéo motion design ou simplement de l'écrit. Donc merci Frédéric, a priori on est 77 de non. Ah non, 77-23, je ne sais pas ce que Frédéric. 77% de non, oui. Ah OK, 77%. Parfait. Donc c'est reparti. Lisa, je te laisse la main. Donc le télétravail a bien sûr bousculé nos habitudes et donc ça nous a demandé de nous adapter. Donc est-ce que réaliser un podcast à plusieurs en visioconférence, c'est possible? Eh bien oui, grâce à plusieurs logiciels, mais il va falloir quand même que certaines conditions soient réunies, soit une bonne connexion évidemment, une qualité audio suffisante et donc passer en post-production et supprimer les bruits parasites au montage. Donc on peut faire ces podcasts à plusieurs en visio grâce à différents logiciels, par exemple Zencastr, qui est un logiciel en ligne qui ne nécessite pas de téléchargement et qui est très intuitif, donc très facile à utiliser, mais pour lequel il va quand même falloir payer pour certaines fonctionnalités, si on veut être par exemple plus de 2, ou si on veut un format WAV, donc soit un format non compressé, comme le MP3 qui est compressé. On peut aussi également utiliser Zoom, donc, que vous connaissez très probablement, où on peut également partager son écran si on veut par exemple commenter une affiche ou lors d'un interview, pourquoi pas. On peut rajouter l'arrière-plan virtuel qui est secondaire dans un audio et qui a quand même une très bonne qualité au réseau, donc qui va sortir quand même un bon MP3 malgré le fait que ce soit quand même un format compressé. Donc, troisième et dernière partie, comment optimiser la réalisation de vos podcasts pédagogiques? Donc, il existe deux grandes familles de micros qui fonctionnent tous de la même manière, soit le son qui entre dans le micro et les différents mouvements de l'air sont transformés ensuite en signaux électriques, ce qui permet ensuite de pouvoir donc réécouter l'audio sur ordinateur, smartphone, tablette, tout ce que vous voulez. Donc, la première grande famille, c'est les micros dynamiques. Donc, ils ont une sensibilité faible, c'est pour ça qu'il faut il faut parler vraiment proche d'eux quand on veut enregistrer. Et ils ne nécessitent pas d'alimentation électrique. Donc, c'est ce qui va servir donc, pour les lives ou par exemple pour les karaokés. Et ensuite, on a donc la deuxième grande famille, donc les micros statiques, comme par exemple ce micro qui est un Blue Yeti, qui a une sensibilité moyenne, donc on peut quand même s'écarter, il va nous entendre, et qui a plus d'options dans les modes, ce qu'on verra un petit peu ensuite. Donc, c'est ces micros qu'on va privilégier pour le podcast et donc les capsules audio. Donc, pour pouvoir monter les podcasts, on peut utiliser globalement tout logiciel qui traite du son. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de deux logiciels, donc un gratuit, un payant. Donc Audacity, qui est 100% gratuit et open source. Il suffit juste de l'installer et il est très facile à prendre en main. Sinon, il existe un millier de tutoriels sur YouTube. Et ensuite, un deuxième logiciel, donc payant cette fois-ci, vu qu'il vient de la suite Adobe, c'est Premiere Pro, qui traite aussi de l'audio et de la vidéo, ce qui peut être parfois utile. Par rapport aux bonnes pratiques, une fois que vous êtes équipé de votre micro statique et puis que vous avez sélectionné votre logiciel pour faire le montage, il va donc falloir vous enregistrer. Dans un premier temps, faites quelques tests pour vraiment trouver la bonne distance par rapport à votre micro. Donc, faites quelques tests, écoutez-vous et puis voyez en effet s'il est préférable d'être à 30-50 centimètres de votre micro. Vérifiez ensuite le son de votre enregistrement, toujours en ayant des écouteurs. Là, par exemple, vous voyez Lisa, elle enregistre bien, le son de sa voix passe à travers son micro, mais elle s'entend également en même temps dans les écouteurs en différé. Ça vous permet de tout de suite entendre le son
que vous êtes en train d'enregistrer, que vous allez ensuite utiliser pour vos apprenants. De préférence, tenez-vous debout plutôt qu'assis. Pourquoi? Parce que ça va être plus simple aussi de travailler, je dirais, votre gestuelle et de faire transmettre dans votre voix différentes intonations et émotions. Réaliser quelques exercices d'articulation, ça c'est toujours, complexe. On a l'impression que ça va être très simple et finalement, on arrive à enregistrer 5 à 10 fois. Donc vous pouvez faire des petits exercices d'articulation. Lisa, comment est-ce que toi tu fais pour, faire des exercices? Toujours avant, d'enregistrer un podcast pour être sûre que l'articulation est bien là et puis même pour s'échauffer, la voix, je me prends un marqueur, dans ma bouche. Je récite mon texte 1, 2 ou 3 fois quand c'est nécessaire avec le marqueur dans la bouche et ensuite quand je l'enlève, de suite, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable à entendre. Donc voilà, bah, super. Donc ça peut être un exemple assez simple. Hem, ayez aussi, bah, toujours, le smile pour sentir en effet, pour votre apprenant, c'est vraiment de donner une voix agréable à écouter et quand on sourit ou quand on ne sourit pas, ça s'entend tout de suite. Donc vraiment, forcez-vous à avoir toujours, le sourire quand vous enregistrez votre podcast. Travaillez donc votre intonation. On l'a entendu aussi à travers les différents exemples de Lisa. Quand vous posez une question, il faut sentir que c'est une question. Il faut faire des pauses. Il faut réussir à transmettre, le fait que vous soyez, heureux, surpris, énervé, très agacé ou vraiment, eh bien, marquer des pauses. Donc vous voyez, travailler un peu aussi votre intonation de voix de cette façon-là et donc marquer des pauses, oui. Vous l'avez bien entendu, Lisa, quand elle se réécoutait en fait, quand elle réécoutait les enregistrements de ses podcasts, elle nous disait: «J'ai l'impression que c'est beaucoup trop lent» et moi je ne trouve pas du tout que c'est trop lent. Ça laisse vraiment le temps en effet de s'imprégner, de se projeter et finalement le fait de marquer des pauses accompagne aussi l'apprenant dans cette projection-là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs modes sur un micro, et il est important de connaître ces modes pour pouvoir bien paramétrer le micro en fonction du podcast qu'on va réaliser. Donc, par exemple, là, on va présenter 3 modes, mais il en existe, jusqu'à 5, mais là, c'est les principaux. Donc, le premier mode, c'est le mode omnidirectionnel. Donc, lorsque les micros, pardon, sont positionnés sur ce mode, ils vont prendre tous les sons autour du micro à 360 degrés. Ensuite, le deuxième mode, le bidirectionnel, va prendre seulement l'avant et l'arrière. Donc, c'est idéal pour les interviews, par exemple. Et ensuite, le troisième mode, c'est le cardioïde ou unidirectionnel. Il va prendre principalement vers l'avant, un tout petit peu sur les côtés, mais pas du tout vers l'arrière. Donc, nous, c'est ce qui nous intéresse pour faire du podcast en solo, par exemple, ou lorsqu'on s'enregistre sur une piste solo pour pouvoir ensuite monter le podcast avec d'autres voix, par exemple. Voilà. Parfait. Donc là, c'est la partie vraiment un petit peu plus technique, hein. On pourrait y passer des heures, mais on a essayé de résumer et synthétiser au maximum ce qui nous paraît intéressant, de savoir et de connaître, quand on veut se lancer sur le podcast. Je vais vous poser tout de suite une nouvelle question dans le sondage. Donc en effet, tout en bas à droite, vous avez un bouton sondage et c'est ici que vous pouvez directement, répondre. Donc pour voir si vous avez bien écouté, Lisa, petit contrôle des connaissances. Donc la question est la suivante: selon vous, pour enregistrer un podcast seul, quel est le type de micro le plus adapté? Est-ce que c'est le micro statique ou le micro dynamique? Donc on vous laisse répondre. C'est pas mal. Alors tu peux nous donner les résultats, Lisa? Moi je les vois Là, toujours pour pas. l'instant, c'est 100% de bonnes réponses. Ah! C'est très bien. Super, bravo. Donc on est bien en effet sur le micro Statique. parfait, super. Je te relaisse la parole, Lisa. Oui. Et donc, ensuite, une fois qu'on a enregistré notre podcast, qu'on a notre petit WAV ou MP3, si c'est enregistré avec un smartphone, il faut passer donc à la post-production. Donc, par exemple, pour enlever les petits bruits partiels ou les mots écorchés. Oui, parce que quand on a donné tout son maximum pour enregistrer le podcast, que tout était parfait, l'intonation, mais que quand on écoute, il y a des petits bruits qui ne vont pas, qui déplaisent, une porte qui claque, des choses comme ça,
c'est agaçant de devoir tout recommencer. Donc non, avec la post-production, c'est possible de juste supprimer des petits morceaux et donc pas tout à refaire. Par contre, si par exemple il y a des bruits de bouche constants, ça veut dire par exemple que le micro a été mal réglé, pardon, ou alors qu'on est trop proche ou trop loin du micro, et dans ces cas-là, il va falloir recommencer. Mais bon, en faisant des tests préalablement, normalement, tout ira bien. Il est aussi possible de dupliquer ou de déplacer des petits morceaux. Par exemple, un bruitage qu'on a réalisé nous-mêmes, il est possible de le dupliquer à l'infini, de le déplacer, c'est possible. Et donc ensuite, on n'est pas obligé de réaliser nos bruitages nous-mêmes, évidemment. Il existe de grandes banques multimédia donc pour trouver des petits bruitages, des musiques. Et par exemple, on peut trouver donc sur la Sonothèque, Freesound ou Soundfishing, mais il en existe plein d'autres. Il existe une bibliothèque YouTube également. Ça, c'est trouvable sur Internet. Très bien. Merci Lisa. Alors, on va passer aux différentes questions que vous pourriez avoir. Donc, le webinaire, on a terminé de notre côté de vous présenter ce que nous voulions vous transmettre et vous partager de notre expérience du podcast et de notre vision. J'ai vu qu'on avait déjà en tout cas 2 questions. Lisa, ça va être pour toi. Combien de temps faut-il pour réaliser les 2 podcasts que nous avons écoutés? Alors, le premier, c'est sûr que j'ai mis au moins 1 heure et demie entre trouver les bruitages, trouver la musique que je voulais, réenregistrer plusieurs fois les pistes et le montage, évidemment. Donc, facile 1 heure et demie. Pour le deuxième, ça a été peut-être un petit peu plus rapide parce que c'était pas moi qui parlais pendant 2 minutes. Par contre, il a fallu donc récolter les pistes de Raphaël, donc de Betty, pour les ajouter ensuite. Donc voilà, je pense oui, 1 heure. 1 heure dans tous les 2 cas. Très bien. On a une autre question. Alors, pourquoi la qualité du son de Betty est-elle meilleure que celle de Lisa? Est-ce dû à une cause technique? Alors, je pense que c'est parce que je ne parle pas assez dans le micro et que peut-être que j'ai fait mes réglages sur ce micro pour quand j'enregistrais mes podcasts et pas pour le webinaire aujourd'hui à proprement parler. Je pense que c'est ça. D'accord. Alors, on a d'autres questions. Est-ce que vous avez un micro, une marque à recommander en statique? Tout dépend de ce que vous cherchez. Moi, je suis très contente du Blue Yeti qu'on a chez Innov, ça c'est sûr. Après, tout va dépendre. Il existe aussi, par exemple, pour des interviews, des micro-cravates qui vont être logiquement plus faciles à utiliser pour un interview. Je sais que moi, je n'irai pas dans du dynamique, c'est sûr. Après, tous les statiques se valent à peu près. On a fait quand même un long benchmark, hein. Nous, c'était principalement pour enregistrer quand même des podcasts en solo. Et en effet, ce qui nous paraissait être le meilleur d'un point de vue rapport qualité-prix, c'est en effet celui que l'on a. Comment suivre la consommation de ces podcasts? Alors ça, c'est une très, très bonne question. Merci Julie. Alors il y a différentes possibilités. En fait, vous avez, des outils, je ne sais pas si parfois vous faites du montage, vidéo. Quand vous concevez par exemple une vidéo interactive, vous l'exportez d'un outil qui crée un lien et au sein de votre outil, en fait, vous pouvez voir le nombre de clics et le pourcentage d'avancement, jusqu'où est-ce qu'ils sont allés au sein de la vidéo. Et bien, tout simplement, avec le podcast, en fait, c'est pareil. On le passe dans cet outil-là pour nous créer un lien qu'on insère dans notre, sur Rise, Storyline, etc. Dans le fichier SCORM, on ne le voit pas. Par contre, ça va être directement sur notre outil où on voit le nombre de clics et s'ils sont allés jusqu'au bout ou non. Donc, ça nécessite en effet d'avoir 2 outils pour avoir cette vision-là de la consommation de nos podcasts. Que préconisez-vous comme bonne pratique pour préparer le podcast? Alors, tu veux répondre, Lisa? Je pense à plein de choses, mais Oui, moi aussi, mais vas-y, je t'en prie, commence. alors, déjà, je dirais qu'on va se poser la question, en effet, à chaque fois qu'on a notre synopsis, notre déroulé pédagogique. Je vous donne un exemple sur une formation de 30 minutes. On va essayer d'utiliser 3 à 4 podcasts de 2 à 5 minutes. On n'en utilise pas beaucoup plus. On va ensuite se poser la question, à quel moment est-ce que c'est le plus intéressant de mettre un podcast? Quel va être l'objectif pédagogique?
Une fois qu'on a identifié exactement où on allait le mettre, on va commencer à rédiger un script. Le script, on va le soumettre en fait à Raphaël qui n'est pas avec nous, mais qui va relire ce script-là et qui va tout de suite imaginer de son côté les différents bruitages qu'on pourrait y rajouter et puis surtout sur des tournures de phrases pour que ça paraisse le plus naturel possible. Une fois que ça c'est fait, Lisa va directement enregistrer et mettre les différents bruitages que Raphaël aura imaginés. Et à partir de là, elle va nous soumettre directement le podcast qu'elle a enregistré. Lisa, tu veux compléter? Très complet. Donc voilà, j'irai vraiment partir de votre synopsis et posez-vous la question de l'objectif pédagogique. Est-ce que c'est pour donner un exemple? Est-ce que c'est une répétition pour réexpliquer quelque chose? Et à partir de là, commencez à rédiger votre script, puis demander à quelqu'un d'autre de le relire et d'imaginer en effet ces différents bruitages qui pourraient intervenir. Alors, si on utilise un LMS, comment délivrer le podcast aux apprenants? Eh bien, normalement, dans votre LMS, vous intégrez des formats SCORM. Donc ça dépend de l'outil que vous utilisez pour, concevoir vos contenus qui sont ensuite hébergés sur la plateforme LMS. De notre, côté, on utilise la suite Articulate, Storyline et donc quand on exporte le fichier SCORM, qu'on le met dans n'importe quelle, plateforme LMS d'ailleurs, le podcast, il fonctionne, parfaitement. Donc normalement, il y a pas de souci, par rapport aux différentes LMS que vous pouvez utiliser. Il faut juste intégrer votre podcast dans un format SCORM au sein de l'outil que vous utilisez. Vous me direz si c'est, assez clair, ou pas. Comment susciter l'engagement de l'apprenant en lui adressant un podcast? Eh bien, ça peut être intéressant, encore une fois, ça va dépendre de votre population, mais vous pouvez très bien, en fait, débuter votre, podcast pour leur expliquer ce qu'ils vont, découvrir, ce qu'ils vont apprendre, leur expliquer que derrière, il y aura peut-être des classes virtuelles et cetera. Leur expliquer tout ça aussi en podcast, en leur disant tout simplement que tout au long de la formation, ils vont retrouver des podcasts afin de les aider à se projeter, à passer un agréable moment avec vous et cetera. Et je dirais qu'en fait, le podcast, les retours qu'on a des apprenants, c'est que ça a créé en fait un peu de surprise et à chaque fois qu'ils voyaient que dans un contenu, il y avait un podcast, ils étaient contents. Ça génère une sensation, voilà, de: «Ah chouette, j'ai un nouveau podcast, qui arrive». Donc il n'y a pas eu besoin de faire beaucoup de choses en plus, c'est juste cet effet un peu, je dirais, en effet de surprise et puis de changer un peu de modalité pédagogique. Comment gérer les droits d'auteur, notamment si podcast avec plusieurs participants? De notre côté, pour répondre à cette question-là, pour le moment, on n'en a fait que entre Innov, Academy, les collaborateurs Innov Academy. Maintenant, si vous venez à utiliser en effet, différentes, voix off et que vous faites appel à d'autres personnes, ça va être simplement dans votre devis. Vous devez intégrer cette clause de cession, du droit d'utilisation du podcast, tout simplement. Ne pas oublier en effet cette clause, sinon vous pouvez être amené à avoir quelques soucis, une fois que vous allez déployer le contenu du podcast. Donc pensez à bien intégrer cette clause. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de faire une formation 100% en podcast? Mon point de vue, c'est que non. Alors je vais peut-être pas répondre que non parce que c'est une question fermée. Je pense que la question de Guillaume derrière, ça va être pourquoi? Non, tout simplement parce que pour nous, l'intérêt du podcast, ça va être de venir diversifier, les modalités d'apprentissage, de faire de la répétition et de leur permettre de se projeter. Néanmoins, ça ne va pas venir remplacer tout ce qui va être quiz, reverse learning, validation des connaissances, exercices et cetera. Donc pour moi, si on faisait une formation 100% podcast, on ne va pas atteindre du tout les mêmes objectifs pédagogiques. À la limite, on pourrait être uniquement sur de la mémorisation et encore, j'ai peur en fait qu'une formation de 15-20 minutes en podcast, ils perdent le fil, qu'ils s'arrêtent et qu'ils oublient finalement quels étaient les points essentiels à retenir. Donc pour moi, ça va vraiment, c'est une partie technique, technologique qui est, à disposition de l'ingénierie pédagogique simplement. Eh bien, on a plein de questions. Alors, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, vous allez recevoir le replay, par la suite. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je regarde également dans la zone de chat s'il y en a qui l'ont mis dans la zone de chat. Non. OK. Eh bien, écoutez, donc dans tous les cas, vous allez recevoir donc le replay.
Merci de votre participation. On était heureux d'animer, en tout cas pour la première fois aussi avec Lisa, sur cette thématique qu'on a découverte, je dirais, assez récemment, puisque ça fait 6 à 10 mois hein, qu'on utilise le podcast en formation. Pour le moment, les retours sont très bons, donc on sait qu'on va continuer à l'utiliser et qu'on apprend. Voilà, c'est plutôt du test and learn. En tout cas, j'espère que vous avez eu les informations que vous attendiez en vous inscrivant à ce podcast-là, que vous n'avez pas perdu votre temps avec nous. Merci beaucoup. Très belle journée et à très bientôt pour nos prochains podcasts. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.